Avril 2005, tous les vendredis soirs, là-haut sur la colline, une ombre mystérieuse épie les habitants de Philippi, en Afrique du Sud. Cette ombre était là à observer parmi les habitants de Philippi quelle était la personne la plus ivre pour en faire sa proie. Ce règne de terreur va durer près de 9 mois jusqu'au 20 décembre 2005, lorsqu'un homme sera arrêté, Jimmy Maketa, a.k.a. The Jesus Killer, ou le tueur de Jésus. Il sera chargé de pas moins de 47 chefs d'accusation de meurtre et de viol. Mais ce n'est pas tout. Voici son histoire. Écoutez-moi, écoutez tous. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est du True Crime. Cette fois-ci, nous allons nous rendre en Afrique du Sud. Car après les États-Unis et la Russie, l'Afrique du Sud tient la 3e place quant à son nombre de tueurs en série connus dans le monde actuellement. Car on recense plus de 80 tueurs en série depuis 1931 jusqu'à nos jours dans ce pays. Donc, je vais vous parler de Jimmy Maketa, a.k.a. The Jesus Killer, ou le tueur de Jésus. Et c'est grâce au livre de Vernon Bowman que j'ai pu réaliser ce script. Donc, je vous conseille de le lire, il est assez fourni. Il raconte toute l'histoire parce que quand on traite d'affaires comme ça, même si c'est en Afrique du Sud et que c'est plus avancé par rapport aux autres pays en termes de documentation en matière de tueurs en série, il y a aussi quand même pas mal de lacunes. Et le livre, par contre, il est en anglais. Donc, pour les anglophones qui veulent le lire, je vous le mets dans la barre d'infos. Il est disponible sur Kindle. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer parce que la vidéo, elle sera très longue. C'est une affaire très complexe. Donc, trêve de blabla. Et c'est parti. Nous allons tout d'abord commencer avec son background, c'est-à-dire que nous allons nous concentrer sur son enfance pour essayer de comprendre un minimum la personne et ensuite nous allons avancer dans la chronologie. Donc Jimmy Maketa est né soit en 1964, soit en 1965. Son année de naissance, ni même sa date complète de naissance, n'est pas précisée. Ceci est peut-être dû au fait que dans les familles en marge de la société sur le continent africain, les parents ne considèrent pas comme prioritaire le fait d'enregistrer leurs enfants au registre de naissance. Sans oublier le contexte historique de cette époque, parce qu'en 1964, nous sommes encore en plein apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela vient d'être condamné à la réclusion à perpétuité. Donc c'est une époque très sombre pour les Noirs qui sont traités comme des sous-hommes par ceux qui dirigeaient le pays à l'époque. Donc ils n'ont que très peu de droits, voire pas du tout. Et donc c'est peut-être pour ça en fait que les parents de l'époque n'enregistraient pas leurs enfants au registre des naissances par peur de représailles peut-être. D'ailleurs, ce n'est que depuis 2010 que le gouvernement sud-africain oblige les parents à enregistrer leur enfant dans les 30 jours suivant leur naissance. Donc c'est assez récent quand même. Donc Jimmy Maketa est né vers 1964-1965. Et il a grandi dans la province de Grebo. Donc c'est une commune rurale d'environ 21 953 habitants selon le recensement de 2001. Donc c'est une petite ville rurale située dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud. Maketa est l'un des 15 enfants de ses parents, donc ils étaient 15 frères et sœurs. Dans l'identité nous est inconnue, que ce soit les parents ou les frères et sœurs. Son enfance a été relativement, on va dire, stable et sans incident choquant en fait, prédisposant quelque part à ce qu'il devienne ce qu'il va devenir. Mais il faut prendre en compte l'environnement alentour dans lequel il a grandi et il a évolué. Car cet environnement dans lequel il a grandi a sûrement contribué à façonner le tueur en série qu'il deviendra plus tard. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la province du Cap Occidental en Afrique du Sud est réputée pour être une région où la pauvreté est étouffante et où l'abus d'alcool pour échapper à cette réalité misérable est endémique. L'une des nombreuses conséquences est par exemple le syndrome de l'alcoolisation
fœtal. D'ailleurs, l'écrivain Vernon Bowman, qui a écrit le livre du Jesus Killer, a révélé que la région nord du Cap est réputée pour avoir le taux le plus élevé de ce syndrome d'alcoolisation fœtale dans le monde entier. Mais le fléau le plus grave, c'est le cristal meth qui a été introduit dans ces sociétés qui sont déjà très chaotiques, détruisant ainsi des familles ainsi que des vies. Autre gros problème, c'est l'abus, la maltraitance des enfants ainsi que des bébés, des enfants en bas âge. Ces régions ont le taux le plus élevé en matière d'abus physiques et sexuels des enfants en bas âge, voire même des bébés. Vous pensez que ça s'arrête là? Il y a autre chose d'encore plus grave, sans vouloir minimiser ce que je vous ai cité jusqu'ici, mais il y a autre chose. L'inceste. Donc avec un tel environnement, on ne peut que deviner l'influence grandissante, malsaine, dangereuse que ces phénomènes sociétaux ont eu sur l'évolution psychologique de Jimmy Maketa. Donc même si je vous ai annoncé précédemment que l'enfance de Jimmy Maketa était relativement stable, il faut prendre en considération en fait ces paramètres sociétaux, cet environnement dans lequel il a évolué. De plus, il vivait dans une famille dysfonctionnelle, ils étaient 15 frères et sœurs. Sans pour autant dire que c'est une généralité, que toutes les familles nombreuses, forcément, ce sont des terreaux fertiles à tueurs en série ou autres dérives. Non, c'est pas ça. Mais il arrive qu'au sein des familles nombreuses, et dans le cas de la famille de Jimmy Maketa, qui est dysfonctionnelle, que des conflits, des mauvaises conduites, des négligences, des abus physiques, voire même pire, peuvent survenir. Et dans certains cas, malheureusement d'ailleurs, peu importe l'origine, ça peut être en Afrique comme aux États-Unis ou ailleurs, dans certains cas, c'est leur quotidien justement, cette dysfonctionnalité, ces abus, etc. Et la conséquence en fait au sein de ces familles où il y a des négligences par exemple, les enfants ils vont considérer que ce schéma est une normalité. Pour Maketa, c'est vers son adolescence que les signes avant-coureurs pour son futur en tant que tueur en série sont apparus. Donc, pour ceux qui me suivent depuis toujours et qui ont vu l'affaire Onyancha, souvenez-vous de la triade des symptômes, c'est-à-dire la pyromanie, le sadisme et le fait d'uriner jusqu'à un âge très tardif dans son lit. Maketa, lui, il faisait preuve de sadisme, c'est-à-dire qu'il aimait torturer et tuer des animaux. Selon la communauté de sa ville, il était animé d'une certaine bestialité, c'est-à-dire qu'il avait des comportements, il avait des penchants zoophiles. Et il affichait vraiment l'expression d'un esprit dérangé. Et ces séries de comportements démontraient réellement que l'adolescent Maketa était différent des autres adolescents, de son époque en tout cas, et de sa communauté. Il est dit de lui en fait que personne ne pouvait nier qu'il avait quelque chose de sombre et de différent en lui par rapport aux autres adolescents. En plus de ça, il était souvent mêlé à des bagarres et il avait fugué de chez lui à plusieurs reprises, à un âge très précoce. L'âge n'est pas précisé, mais après avoir fugué de chez ses parents, il s'est rendu chez sa sœur qui vivait dans la banlieue de Mitchell's Plain à Cape Town. Et une fois là-bas, il va enchaîner les échecs en changeant constamment d'emploi. Il a commencé à voler, puis à commettre des crimes de plus en plus graves au fil du temps. Dans les années 80, Maketa épouse Janetta et de cette union vont naître 3 fils, dont l'aîné se prénomme Daryl. Bien sûr, au début, comme la plupart des tueurs en série américains connus, Maketa était un père et un mari modèle. Par exemple, Dennis Rader, ou celui qu'on connaît sous le nom de BTK, ou The BTK Strangler, était un mari et un père modèle, mais également un leader religieux très respecté de sa communauté. Janetta raconte par exemple qu'au début de leur relation, il emmenait tout le temps sa famille au resto, en journée shopping ou en activité les week-ends. Et c'est après lui avoir donné ses fils que Maketa s'est décidé à épouser Janetta. Et comme il est si bien décrit dans le livre, c'est ironiquement pendant leur lune de miel, c'est-à-dire pile le soir de leur mariage, après lui avoir mis la corde au cou. La blague est pourrie. Bref.
après lui avoir mis la bague au doigt, qu'il a révélé sa vraie nature à sa femme. Une dispute conjugale a éclaté. Il a violemment battu sa femme, que les murs de la chambre étaient maculés du sang de Janita. Et c'était le début de l'enfer pour elle, car les violences conjugales ne vont que s'enchaîner. Il la battait régulièrement avec des barres de fer, du bois. Pire encore, il l'a poignardée à plusieurs reprises. Une fois, elle va même confier qu'il lui a déjà cassé le genou lors de l'une de leurs disputes conjugales. Et elle est quand même restée avec lui. Mais le déclic, c'est lorsque Maketa a commencé à la tromper. C'est là qu'elle a mis fin à la relation. Elle ne voulait plus de lui. Donc elle a mis fin à cette relation toxique et elle lui a interdit de revoir ses enfants. Ce qu'elle ignorait à l'époque, et ce que tout le monde ignorait à l'époque, c'est que cette décision de quitter Jimmy Maketa allait mettre le feu au poudrier ambulant qu'il était déjà. Lorsqu'on l'a interviewé, les séquelles et le traumatisme de ce que son ex-mari lui avait fait subir transparaissaient encore à travers son témoignage. En hij was die droom. Hij was met dromen. Die man wat ik een dag met leeuwen, een dag niet. Après Janita, Jimmy Maketa va épouser Anna Arendse ou Anna Arends. Je ne sais pas comment ça se prononce, je vais vous l'écrire. Il s'agit de son amie d'enfance. Et maintenant, vous connaissez le refrain. Au début, tout était parfait, mais les coups n'allaient pas tarder à arriver et s'intensifier. Anna va confier lors d'un interview qu'il l'avait brutalement agressée et que sa tête était remplie de traces de coups. Elle a vu en Maketa un monstre qui était sur le point d'être libéré. Et elle va dire en ses propres mots qu'elle pensait qu'il était capable de bien plus, voire pire, que de battre sa femme, qu'il était capable de viol, voire de meurtre. La façon dont il m'a battue cette nuit-là, j'ai cru qu'il pouvait tuer, dit-elle, en faisant référence à un passage à tabac particulièrement vicieux. Cette nuit-là, il s'est comporté comme un fou, comme s'il était possédé. En avril 2005, le monstre qui sommeille en Jimmy Maketa se réveille et les séries de viols et de meurtres commencent. Dans ce qui va suivre, je vais répéter plusieurs fois viol et meurtre, donc désolé si je mute, parce que YouTube, tu connais. À cette époque, Jimmy Maketa vivait dans les buissons aux environs de la banlieue de Philippi. Philippi est un bidonville abritant une communauté agricole dans la banlieue de Cape Town. En Afrique du Sud, ils appellent ça des townships qui, sous l'apartheid, désignaient des quartiers très pauvres réservés aux non-blancs. Ce sont des zones principalement occupées par des personnes noires, ce qu'ils appelaient à l'époque des colored, et des travailleurs indiens déplacés de force à l'époque. Dans la région, il y a beaucoup de fermes productives et très riches qui fournissent à la ville la plupart de ses fruits et légumes, donc la plupart des denrées agricoles en fait. Mais Philippi est aussi l'une des régions les plus pauvres de la ville et les ouvriers agricoles ciblés par Maketa y vivent depuis des générations. D'après ses aveux recueillis plus tard, il passait des heures à observer depuis la colline qui surplombait Philippi ses potentielles victimes parmi les ouvriers agricoles du bidonville. Il sélectionnait toujours des victimes ivres qu'il attaquait principalement la nuit afin qu'ils ne le voient pas venir et qu'ils soient difficilement identifiables. L'une de ses toutes premières victimes s'appelle Bonnie Swartz, mais elle est aussi l'une des rares à avoir survécu à Maketa. À l'époque, elle vivait et travaillait dans une ferme de farine avec son mari et le 2 avril 2005 sera une date qui la marquera à vie. En début de soirée, alors qu'elle se rendait à l'épicerie du quartier, à l'approche d'un virage, elle a vu un homme surgir d'entre les buissons et se rapprocher d'elle. Donc Bonnie lui demande qui était-il car elle ne l'avait jamais vu dans le quartier. Car même si Philippi a plus de 100 000 habitants, il s'agit d'une communauté très soudée, donc les étrangers se font vite remarquer. Elle lui demande alors ce qu'il fait, en espérant obtenir une explication sur son comportement étrange et sur sa présence dans le quartier, car elle ne l'avait jamais vu auparavant. Mais au lieu de ça, il l'a soudainement attrapée et il l'a traînée sur une longue distance
dans les buissons. Ensuite, il l'a poussée au sol et lui a retiré son pantalon. Il tenait dans sa main une grosse pierre pointue. Bonnie raconte qu'elle s'était débattue et a essayé de s'échapper, mais il l'a frappée violemment avec la pierre. Après ça, elle n'avait plus que des flashs. Elle se souvenait vaguement de ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Elle se souvient vaguement avoir été traînée encore plus profondément dans les buissons, puis un arbre s'est dressé au-dessus d'elle. C'est sous cet arbre que l'homme a abusé d'elle à 4 reprises. Après ces atrocités, il l'a attachée à un arbre et l'a laissée pour morte dans cet endroit, au milieu de la brousse sauvage. Pendant ce temps, dans sa cabane, ses enfants commençaient à s'inquiéter, car ça faisait des heures que leur mère était sortie et ce n'était pas dans ses habitudes de partir aussi longtemps. Ils ont désespérément essayé de la joindre via son téléphone portable, mais ça sonnait dans le vide. Après une énième tentative, quelqu'un décide enfin de répondre. Au bout du fil, c'est son agresseur qui lui avait volé son téléphone. Il leur dit qu'ils trouveront leur mère dans une clairière au milieu de la brousse sauvage, mais qu'à l'heure qu'il est, elle était déjà morte, mais qu'il la trouverait là-bas. Ce qu'il ignorait, c'est que Bonnie avait survécu. Il a fallu presque un jour avant qu'elle ne soit découverte, et la seule chose dont Bonnie s'était souvenue, c'était lorsqu'on avait braqué une lampe de poche devant ses yeux. Le reste, c'était le trou noir. Bonnie Swartz est devenue la première des 4 survivantes à avoir survécu à celui qu'on surnommera plus tard The Jesus Killer ou le tueur de Jésus. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette chance. La prochaine victime connue, excusez-moi, je vais lire son nom car c'est assez compliqué pour moi de le dire en une seule fois, c'est Nolusindiso Sono. Donc nous sommes en mai 2005 et c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Sono va connaître un destin tragique car elle va être la première victime que Maketa va assassiner. Cette ouvrière agricole a été retrouvée violée et assassinée à Veltevreden Valley. Ce sont malheureusement les seules informations que j'ai trouvées sur son cas. On est toujours au mois de mai et un soir, alors qu'Elseby Jarvis, qui est la fille de Miena, rentrait chez elle accompagnée de son petit ami et de ses enfants, non loin de sa cabane, ils ont repéré quelqu'un. Son petit ami s'est rapproché, mais il s'était directement enfui. Il a crié pour qu'il s'arrête et revienne, mais il est parti. Il n'est pas revenu. L'homme s'est échappé. Et il y avait un épais brouillard. Donc on n'a pas pu discerner de quelconque trait ni quelque chose qui permettait d'identifier l'homme à part le fait qu'il était inhabituellement grand. Elseby Jarvis l'ignorait à ce moment-là, mais elle a failli être l'une des nombreuses victimes de Jimmy Maketa. Et malheureusement pour sa mère, elle n'avait pas cette chance. En effet, lorsqu'ils étaient arrivés dans la cabane, elle n'était pas là. Donc Elseby, elle s'était mise à paniquer car sa mère n'avait pas pour habitude de s'éloigner de la cabane sans prévenir qui que ce soit. Malheureusement, lorsqu'Elseby, elle a insisté pour rechercher sa mère, les hommes de la communauté n'étaient pas si enthousiastes que ça, car la terreur d'un meurtrier rôdant dans la communauté les avait gagnés. Ils ont dit à Elseby qu'ils n'allaient pas l'aider à rechercher sa mère car ils avaient trop peur. Et malheureusement, cette peur a également gagné Elseby et donc elle a renoncé à rechercher sa mère. Alors que si ça se trouve, non loin de là, sa mère était en vie, mais entre les mains d'un violeur qui lui ôterait la vie quelques heures plus tard, aux environs de Highland Farms, à Veltevred Road, toujours dans la banlieue de Philippi. Le 7 mai, au lendemain de la fête des mères, Elseby n'a toujours pas des nouvelles de sa mère. Malheureusement, le cauchemar va continuer car le destin a voulu que ce soit sa propre famille qui ferait la découverte macabre. Le matin du 7 mai, les enfants d'Elseby jouaient près de leur cabane, mais leur mère va leur dire de jouer au bord du barrage d'irrigation de Philippi, puisque le sol près de leur cabane était rempli de débris de verre en fait. Des débris de bouteilles d'alcool brisées et qui pourraient se blesser à cause de ça. Une fois arrivés près du barrage, l'un des enfants avait crié qu'il y avait un homme qui flottait dans ce barrage. Mais ce n'était pas un homme, c'était leur grand-mère, sauf qu'ils ne le savaient pas encore. On ose imaginer le choc d'Elseby, mais aussi de ses enfants en découvrant cette scène macabre. Lorsque la police est arrivée, le coroner, c'est-à-dire l'officier de police judiciaire dans les pays anglo-saxons, avait confirmé la mort de Miena Jarvis. Elle avait été violée et étranglée. Toute la communauté était en pleurs, bien sûr, et la peur
s'est répandu de plus en plus dans la communauté. Après ce troisième drame, les habitants de Philippi ont commencé peu à peu à déserter la banlieue, craignant pour leur vie. Et dans la famille Jarvis, les deux sœurs d'Alseby ont déserté Philippi et il ne restait plus qu'elle ainsi que son petit ami et ses enfants. Le plus surprenant, c'est que malgré la constatation par la police de ces assassinats en l'espace de seulement quelques semaines, elle se refusait à admettre l'existence d'un tueur en série qui sévissait dans la communauté de Philippi. Après l'assassinat de Miena Jarvis, la liste des victimes du Jesus Killer ne cessera de s'allonger et maintenant il va s'attaquer aussi à des hommes. En commençant par Titus Jacobs, il a été attaqué avec un poteau de fer alors qu'il rentrait d'une ferme voisine à pied, mais il a survécu. En juillet 2005, à l'aide d'une hache, il avait taillé à mort Richard Cornelius. Il l'a attaqué à la ferme de Bernie Wolof à Punt Road dans la banlieue de Philippi. Une de ses autres victimes s'appelle Hilton Augusted. Tout comme Richard Cornelius, Hilton Augusted a été assassiné dans une ferme à la frontière de Philippi et de Westridge. À la fin du mois de juillet, un total de 6 corps a été récupéré dans plusieurs barrages autour de Philippi. Puis, une période d'accalmie s'est installée dans le village de Philippi. C'était comme si le tueur était parti pour de bon et la vie dans les fermes était redevenue normale. Chez la plupart des tueurs en série dans le monde, il va y avoir une période de frénésie meurtrière, puis une période d'accalmie ou de pause entre les meurtres. Par exemple, lorsque des événements dans leur vie privée ou familiale vont les calmer pendant un temps. Naissance, mariage, travail, ou alors parce que tout simplement le tueur, il est décédé. Ça peut aussi être soit parce que ils se mettent à carreau pour brouiller les pistes de la police, ou alors tout simplement parce qu'ils ont été arrêtés. En règle générale, le naturel revient toujours au galop. Ils finissent toujours par revenir et s'adonner à leur frénésie meurtrière. Dans le cas de Jimmy Maketa, 2 mois d'accalmie se sont écoulés et le tueur a refait surface. Nous sommes en octobre 2005 et cette fois-ci, il va recommencer en s'attaquant à un couple. Donc le couple dormait paisiblement dans leur cabane lorsque leur porte a été enfoncée. Lucas a été traîné de force à l'extérieur et Mina a été brutalement abusée à plusieurs reprises dans la douleur et dans la terreur. Mais cette fois-ci, le tueur va décider de l'épargner. Elle a attendu que le jour se lève pour retrouver son mari. Malheureusement pour elle, c'est le corps sans vie de son mari qu'elle va découvrir non loin d'un barrage, à côté du corps de l'un de leurs voisins. Ils ont été sauvagement mutilés à la hache. Toujours en octobre 2005, d'autres victimes ont malheureusement croisé le chemin de Jimmy Maketa. Tout d'abord, il y a le corps d'un homme non identifié. Il a été retrouvé assassiné au même endroit que Richard Cornelius, celui qui avait été aussi tailladé à la hache, dans la ferme Bernie Wolof à Punt Road, dans la banlieue de Philippi toujours. Ensuite, il y a eu Petrus Marks, dont le corps a été retrouvé dans un barrage d'irrigation à la ferme d'Onverwacht à Punt Road. Ensuite, une autre victime s'appelle Margaret Quayla. Le corps nu de cette ouvrière agricole a été retrouvé dans la brousse de la ferme de Brook Sand Mine à Old Weltevreden Road à Philippi. En tout, durant le mois d'octobre, 8 personnes ont été assassinées et 6 femmes ont été violées. Nous sommes en novembre 2005 et le corps de Jennifer Peterson, ouvrière agricole elle aussi, a été découvert flottant dans un barrage d'irrigation sur la ferme Geduld au large de Weltevreden Road aussi. Cette liste ne cessera malheureusement pas de s'allonger. Il y avait des femmes et des hommes, certains impossibles à identifier et d'autres introuvables. Mais ils recherchaient aussi presque toujours des couples. Ils tuaient l'homme, violaient la femme, puis en général ils finissaient toujours par lui ôter la vie.
Depuis le début de la vidéo, je vous mentionnais cet alias de Jimmy Maketa sans vous expliquer concrètement d'où ça venait. C'est durant la période où Maketa abusait sexuellement des femmes que cet alias avait surgi. Selon le témoignage des survivantes, le tueur avait écrit sur son front le mot Jésus, soit avec des cendres, soit avec du charbon de bois. Les médias ont eu vent de ces témoignages et ils ont commencé à le surnommer The Jesus Killer, en traduction littérale, le tueur de Jésus. Il convient aussi de mentionner que certaines incohérences sont apparues concernant l'endroit où ce mot était écrit sur le corps de Jimmy Maketa. Certains médias ont affirmé qu'il était tatoué sur une de ses lèvres. Pourtant, si on regarde bien la photo prise lors de son arrestation, donc son mugshot, il n'y a aucun tatouage avec le mot Jésus au niveau de sa bouche. Et encore plus surprenant, sur d'autres articles, ça disait que le mot Jésus était tatoué à l'intérieur de sa bouche sur sa lèvre inférieure. Mais ça n'a pas de sens en fait, ce n'est pas cohérent puisqu'aucune de ses victimes n'aurait eu le temps de vérifier l'existence de ce tatouage si ça se trouvait à l'intérieur de sa bouche. Il faut rappeler qu'elles étaient occupées à se débattre pour leur vie pendant qu'il abusait d'elles, donc elles n'auraient pas eu le temps de vérifier chaque centimètre de son visage pour y déceler un tatouage en plus sur la bouche, ça serait hyper minuscule. D'autant plus qu'après son arrestation, ils ont procédé à un examen médical de tout son corps et il n'y avait aucun tatouage. Tout au long de ces événements, on est en droit de se demander comment est-ce que la police gérait cette affaire. Depuis le premier meurtre, une personne clé était totalement investie dans cette affaire. Il s'agit d'Aby Fransman. Donc, c'est le président du conseil de développement urbain de l'établissement informel des travailleurs agricoles de Philippi. Il est en quelque sorte le chef de la communauté de Philippi, c'est l'homme qu'on vient voir lorsqu'il y a des problèmes au sein de la communauté et c'est l'homme de confiance. Donc très préoccupé par la disparition des membres de sa communauté qui ne cessait de s'accumuler, Aby Fransman a tenté d'alerter la police sur ce qui se passait dans sa communauté. Les habitants et surtout Aby ont appelé et se rendaient même au poste de police. Mais c'est comme si ce qui arrivait à la communauté de Philippi ne les préoccupait pas plus que ça. C'est limite s'ils s'en fichaient même. Même lorsque les membres de la communauté se déplaçaient pour voir la police, ils ne donnaient pas suite, ils ne venaient même pas à Philippi pour vérifier. Selon Aby, la police n'était pas franchement intéressée à résoudre le gros problème de Philippi. Pour lui, la police n'était pas en mesure de dire aux habitants que c'était un tueur en série qui menaçait les habitants. Et Aby, quant à lui, n'était pas de cet avis. Il a surveillé de près ce qui grondait dans sa communauté. Il a gardé la trace des meurtres en marquant sur une carte l'endroit où chaque corps a été retrouvé. Aby avait marqué 14 meurtres sur sa carte et sur ces 14 marqueurs, seulement 8 assassinats, donc 8 corps retrouvés, ont fait l'objet d'enquêtes auprès de la police. Et selon la police, tenez-vous bien, il n'y avait aucune preuve pour relier tous ces 8 meurtres, voire même tous ces 14 meurtres, à un seul et même tueur. Donc, un tueur en série. Donc, il semblerait, en tout cas à l'époque, que la police ne voulait tout simplement pas admettre qu'il existait. Pour la police, c'était un acte isolé, fait par différentes personnes. Ça fait beaucoup de hasard quand même. Et même lorsque les gros titres des médias attribuaient ces meurtres à un tueur en série, la police continuait de nier que c'était l'œuvre d'un tueur en série. Face à l'attitude de la police, les habitants de Philippi ainsi que les médias ont accusé la police de traîner des pieds dans leur enquête, qui, de surcroît, était aussi bâclée. Parce qu'en fait, les enquêteurs ont abandonné des preuves vitales sur les scènes de crime. Pire encore, de nombreuses victimes n'ont pas été interrogées par la police. Je ne comprends pas. Enfin, jamais 203, la police a évité totalement toute attention médiatique dans cette affaire. Par exemple, lorsqu'un nouveau corps a été découvert, il y avait des journalistes dans les attroupements. Seulement pour la police, c'était en mode circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Elle ne voulait vraiment pas qu'ils filment la scène. Car pour elle, ce n'était pas un tueur en série qui sévissait dans cette zone, mais des gens qui venaient là par hasard et qui tuent.
Le hasard est un peu trop gros, selon moi. La police, elle essayait de remettre la faute sur les médias, qui, selon elle, tentaient de faire peur aux habitants en parlant de tueurs en série. Mais vous pensez que la police s'est arrêtée là? Pas du tout. Elle voulait aussi coincer A.B. Franzman par tous les moyens possibles. La police voulait le faire taire, car pour elle, il était responsable de la nervosité des habitants. Pourtant, selon A.B. Franzman, c'était les membres de la communauté qui venaient le voir lui, vu que la police ne voulait pas réagir. Et vu la traîne de la police, les habitants de Philippi préféraient contacter A.B. Franzman la nuit lorsqu'ils entendent des bruits aux environs, vu que la police ne veut pas réagir, car selon les habitants, les forces de l'ordre n'étaient jamais disponibles pour eux. Ce qui nous amène à la question suivante, pourquoi est-ce que la police avait agi de la sorte? On ne saura jamais véritablement, mais on pourrait émettre des hypothèses. Donc j'ai 3 théories sur la question. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez émettre d'autres théories dans les commentaires. Donc peut-être est-ce lié au fait que ces habitants provenaient d'un township, d'un bidonville, d'un quartier très pauvre, donc ils ne sont pas prioritaires. Deuxième théorie, peut-être que parmi les membres de la police, certains n'étaient pas assez formés pour couvrir ce genre d'affaires. Raison pour laquelle certaines preuves clés ont été laissées sur place, sur les scènes de crime, et la plupart des témoins n'ont pas été interrogés. Ou alors, troisième théorie, c'est peut-être parce que le tueur en série n'avait pas vraiment de modus operandi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment de mode opératoire propre à lui. Il était assez versatile en fait, ce qui rend difficile la tâche des enquêteurs. Peut-être qu'il n'y avait pas de profiler. Bref, voilà quoi. Comme il était assez versatile, tantôt il utilisait une pierre, tantôt il étranglait ses victimes, tantôt il s'attaquait à des femmes, des hommes, des couples, des vieilles personnes. Bref, il était assez éparpillé. Donc peut-être que ça rendait assez difficile la tâche de la police de relier tous ces meurtres à un seul et même tueur. Donc justement par rapport à son mode opératoire, son modus operandi, comme je vous l'ai dit, il est assez versatile. C'est plutôt un tueur totalement opportuniste. Ses attaques étaient très peu planifiées, voire pas du tout. Il ne préparait rien du tout. Ça lui venait sur un coup de tête. Et voilà, il y va. Donc justement, concernant les armes qu'il utilise et la manière dont il ôte la vie de ses victimes, on va un peu approfondir. Tantôt, il matraque ses victimes à l'aide d'un objet contondant, tel qu'une pierre, une barre de fer, du bois, un marteau. Tantôt, il les taillade à mort avec une hache ou un couteau. Tantôt, il les étrangle jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais il avait également un penchant pour les agressions de type viol, suivi de meurtre de la quasi-totalité de ses victimes. Sauf si un élan d'humanité, voilà quoi, pendant une fraction de seconde, le traverse, ce qui le pousse à épargner la vie de sa victime justement. De ce fait, il est assez difficile de prévoir un processus type dans sa manière de procéder. Maintenant, si on approfondit le profil de ses victimes, souvenez-vous au début, il ne s'attaquait qu'aux femmes tout âge confondu, donc il abusait d'elles sexuellement avant de leur ôter la vie en fonction de ses humeurs. Ensuite, il s'est attaqué aux hommes du village, tout âge confondu également. Enfin, il s'est trouvé un nouveau penchant, les couples jeunes, voire même les couples vieux. Un peu comme le tueur du Zodiaque qui entre dans le véhicule de jeunes couples dans des recoins isolés pour les tuer ou alors les ligoter pour discuter avec eux avant de les achever. Dans le cas de Maketa, il abusait de la femme, des fois il l'épargnait, mais systématiquement il tuait les hommes. Donc tout ceci mis bout à bout, il est assez difficile de lui attribuer une signature propre. Son modus operandi est assez versatile, éparpillé. Tantôt il tue, tantôt il les tue, tantôt il les épargne. En fait, ça dépend de ses humeurs, mais la seule exception, c'est que n'importe quelle femme qu'il croise, en fait, il abuse systématiquement d'elles avant de soit les tuer, soit les épargner. Il n'a pas fallu longtemps au Jesus Killer de constater l'inaction de la police vis-à-vis des ravages qu'il faisait à Philippi. Il a alors commencé à jouer avec la police locale. Aux alentours de septembre 2005, il va commencer à envoyer des lettres ou alors des cartes à la police pour indiquer l'endroit où se trouverait sa prochaine victime. Mais il envoyait aussi des lettres à la communauté de Philippi. Par exemple, un matin, alors que la communauté se réveillait, en sortant, ils ont découvert un graffiti de
Jesus Killer destiné à une habitante de la communauté de Philippi. Donc je vous mets la traduction en sous-titre car c'est très grossier. Tellement ça l'amusait de terroriser les gens qu'il griffonnait des notes ici et là, qu'il peignait sur les murs. Par exemple, une fois, il a terrorisé une habitante en la menaçant de la tuer car elle en savait un peu trop. Et pendant qu'il était en train d'abuser l'une de ses dernières victimes, la femme qui sentait qu'elle allait mourir, elle a supplié à Jimmy Maketa de dire au moins à sa copine où est-ce qu'on pourrait découvrir son corps pour qu'elle puisse avoir des funérailles décentes. Après le meurtre, Maketa a recherché son ami pour lui donner la lettre. On l'a pas vu, mais il a déposé la lettre chez la dame et il est revenu plusieurs fois sur la scène de crime, voir le corps, mais la police n'était jamais venue, pas une seule fois. 3 jours après le meurtre, il a donc écrit une lettre avec une carte indiquant la position du corps. Voici ce que dit cette lettre que le tueur a déposée sur le perron justement de la maison de l'ami de la victime. Tu peux trouver Magella dans les buissons. Je l'ai tuée et elle voulait que je te le dise. La police n'a pas encore trouvé son corps. Elle est là depuis 3 jours maintenant. Maketa voulait asseoir sa domination et sa terreur sur la communauté de Philippi et il y était parvenu. La paranoïa et la xénophobie ont envahi Philippi. Plus personne n'osait traîner seul, encore moins la nuit. La communauté a commencé à se relayer sous forme d'équipes de surveillance durant la nuit pour patrouiller. Ils ont également commencé à habiter les uns chez les autres en fait. Ils n'osaient vraiment pas rester seuls. Et ces mesures n'ont malheureusement pas réussi à stopper le tueur car maintenant il s'attaquait au couple. Un autre problème concerne le manque d'infrastructures de Philippi, qui pour rappel était l'une des communautés les plus pauvres de la région. Elle est une oubliée des dirigeants et des autorités compétentes car elle est totalement dépourvue d'éclairage public, ce qui fait que Philippi était plongé dans l'obscurité totale une fois la nuit tombée. Donc pour y remédier et avec le peu de moyens que les habitants de Philippi avaient à disposition, des grands feux ont été allumés pour éclairer du coup la communauté toute la nuit. Car il faut le dire, l'obscurité était un avantage considérable pour The Jesus Killer. Étrangement, bien qu'il ne fasse pas partie de la communauté, il connaissait très bien tous les coins et recoins de Philippi pour pouvoir se cacher. Par exemple, il connaissait la disposition exacte des dunes de sable autour de Philippi pour pouvoir passer inaperçu. La pression des médias et de la société vis-à-vis de cette affaire ne cessait de prendre de l'ampleur, ce qui a contraint la police à faire son travail. Il était temps. Elle a officiellement enquêté en admettant que les meurtres étaient bel et bien reliés à un tueur en série. Enfin! Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises car la manière dont les forces de l'ordre ont géré cette affaire du début à la fin est vraiment alarmante. Niveau crédibilité, on peut réellement se poser des questions vu leur négligence. En novembre 2005, ils ont coincé celui que tous appellent The Jesus Killer, ou presque. Alors qu'il marchait en pleine nuit au milieu des dunes de Philippi, Stanley Martins, 49 ans, a été appréhendé par la police. Il a tout de suite été placé en détention. Non pas parce que des preuves médico-légales l'ont relié aux différents meurtres, ou alors parce qu'un témoin oculaire l'aurait vu en pleine action. Non, la police l'a placé en détention provisoire parce qu'il faisait sa promenade nocturne au milieu des dunes de sable de Philippi. Tout simplement. Cet homme était tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Bien sûr, il ne faudra pas longtemps pour que la communauté et surtout les survivantes ne donnent leur avis sur cette arrestation. Non seulement la communauté n'était pas convaincue que la personne qui était enfermée au commissariat était The Jesus Killer, mais lorsque la police a montré la photographie de Martins aux victimes, aux survivantes, leur réponse était unanime. Ce n'était pas leur agresseur. Tous étaient frappés par son apparence fragile. Les gens avaient du mal à croire qu'un homme aussi frêle pouvait maîtriser et massacrer autant de victimes. Malgré cela, les charges retenues contre Martins
ont été maintenus et il a comparu devant le tribunal de première instance de Weinberg. Mais la police n'avait pas été en mesure de le relier à un seul crime dans cette affaire. Et bien qu'il ne soit pas inconnu des services de police, dans cette affaire, Martins était bel et bien innocent. Et finalement, donc, toutes les charges retenues contre lui ont été abandonnées et il a été libéré sans excuse ni explication. Malheureusement, il sera à jamais contraint de vivre avec l'étiquette de tueur en série dans son sillage, car lors de son arrestation, bien sûr, ça a été grandement médiatisé. Il a fait la une de tous les journaux avec écrit en grand de Jesus Killer, celui qui a traumatisé la communauté de Philippi durant près de 9 mois. Donc voilà guys, pour cette première partie dans l'affaire Jimmy Maketa ou l'affaire Jesus Killer. Dans la deuxième partie, nous allons directement attaquer avec l'arrestation du vrai Jesus Killer. Mais je vais en arrêter là, sinon ça va être trop long et j'ai vu qu'il y en a qui n'apprécient pas trop ça. Donc je vais scinder en deux. Donc d'ici la prochaine vidéo, guys, dites-moi votre ressenti par rapport à tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Quant à moi, je vais en arrêter là. Si la vidéo vous a plu, commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout, ne faites confiance à personne. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!